Walmart s'est mis au vert, pas une campagne de relations publiques, mais plutôt parce que ça paye. Ils ont greené un de leurs immeubles en mettant des panneaux solaires, en mettant des fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Et l'autre moitié, en fait, ils l'ont laissé tel quel. Ils se sont rendus compte que 40%, ou ils se sont rendus compte que les ventes dans la partie qui était green sont de 40% plus élevées que dans l'autre partie où on a des lumières normales, et puis que tous les employés, en fait, voulaient travailler sous la lumière du jour. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La logistique, c'est un coût énorme pour Walmart. Ils ont 7000 chauffeurs qui voyagent entre les magasins et les dépôts de façon constante. Ils ont développé un programme qui s'appelle Drive Less, Deliver More, et puis ils ont implémenté à peu près 35 améliorations dans leurs véhicules pour les rendre plus aérodynamiques et plus légers. Ça leur a permis de, tenez-vous bien, diminuer en 5 ans la consommation d'essence de 69%. Walmart a également participé à un projet d'inventarisation de leurs émissions de CO2. Ça, c'est justement le type de travail que certains cabinets comptables les aident à faire. C'est un programme qui s'appelle CDP, pour ceux qui s'intéressent. Et puis, ils se sont rendus compte que leurs dépenses énergétiques par rapport au frigidaire étaient absolument astronomiques. Comment ça se fait? Parce que, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient des ampoules à incandescence pour illuminer les frigidaires. Une ampoule à incandescence, 90% de l'énergie sort en chaleur. Et puis quand on met de la chaleur dans un frigidaire, le frigidaire travaille plus fort. Donc ça fait une espèce de cercle vicieux. Mais on rit, mais on a ça partout, on a ça dans les immeubles ici. On a ça, c'est comme une maladie. Ils ont été capables de rétrofitter tout leur frigidaire, économiser 70% de l'énergie. Ils ont économisé 45% de l'énergie en fermant les lumières quand il n'y avait personne dans les sections. Il y a des choses qui sont très, très simples. Ford, ils ont décidé de dire aux employés, vous allez éteindre les lumières et vous allez éteindre vos machines, vos PC quand vous partez le soir et les week-ends. Ça leur a permis d'économiser 34 $ par machine et le tout ensemble, c'était pour cet immeuble 1 million de dollars par année. Donc, ce n'est pas toujours des choses qui sont très, très compliquées. Il y a énormément de choses qui ont à voir avec la façon dont on se comporte. DuPont s'est mis au vert. Ils ont annoncé le projet pour augmenter le shareholder value, donc l'avoir des actionnaires. Donc, ce n'était pas avec un objectif de relations publiques ou autre. C'était cold business and cash. Ils ont annoncé qu'ils allaient réduire les émissions de CO2 de 60%. Ils ont réduit de 65%, mais 5 ans plus tôt que prévu. Ils ont économisé 2,2 milliards de dollars par année dans le processus. Et puis, ils ont développé une expertise qui leur a permis de développer une espèce de cabinet conseil à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ils vendent ces conseils à d'autres entreprises. Et c'est la business chez DuPont qui a le plus haut taux de croissance. En fait, DuPont ont fait certaines choses extraordinaires. Tous les projets d'investissement à l'interne doivent être analysés les uns par les autres, les uns après les autres, également avec les projets d'économie d'énergie. Et puis normalement, c'est les projets d'économie d'énergie qui apportent les plus hauts rendements. Lockheed Martin, ils ont verdi un de leurs immeubles. Ça a augmenté la productivité des employés, qui leur a permis de réduire les coûts et de gagner un contrat qui a payé pour tout l'immeuble. Sky Sales, ça c'est un exemple d'innovation toute simple, mais dans les bons vents, Sky Sales permet, avec sa voile de 320 mètres carrés, de diminuer jusqu'à 50% la consommation de carburant des vaisseaux. Ici, c'est un exemple fantastique d'économie circulaire. Ray Anderson, l'ancien patron de Interface. Interface, c'est le plus grand marchand de dalles de tapis. Ici, il n'y a pas de dalles de tapis, mais il y en a de l'autre côté du monde. Ils ont des ventes de 1 milliard de dollars par année. Et puis, ils ont décidé, il y a une quinzaine d'années, de réduire un objectif zéro par rapport à tous les déchets. Durant 15 ans,
depuis 1995 en fait, un petit peu plus que 15 ans, ils ont réduit les déchets de 80 %. Ça leur a permis d'économiser 433 millions de dollars. Ils ont décidé de changer le processus normal de fabrication des tapis pour avoir des tapis qui sont à 50 % recyclés avec des anciens tapis, et l'autre 50 % provient de matière organique. Donc, c'est totalement naturel, il n'y a aucune chimie, il n'y a aucune toxine qui sort de ces tapis. Et ça leur permet de réduire, encore une fois, leurs coûts, mais ça leur permet également d'installer ces tapis chez les clients. Immédiatement, on n'utilise pas de colle, on n'utilise pas de produits chimiques, les gens peuvent commencer à travailler immédiatement. Et étant donné que c'est des tapis à dalles à pose aléatoire, en fait, normalement, il y a seulement 10 % de la surface des tapis qui est la surface d'usure intense. En fait, c'est là que les tapis sont tout le temps usés, mais on est obligé de changer tout le tapis parce que bon, il y a un endroit qui est usé. Mais là, ici, on arrive, on change seulement ces dalles. Ça permet des économies pour les clients d'à peu près 90 %. Mais ça permet aussi de réduire les pertes. En fait, Interface a fait en sorte que tout ce qu'eux créent revient dans le processus de production. Il n'y a rien qui est jeté chez eux. Entre-temps, ils ont doublé les profits, ils ont doublé le nombre d'employés, et puis le prix de l'action a monté de 550 %. En fait, c'est durant les 5 dernières années. Caterpillar, qui manufacture de l'équipement, Earth Moving Equipment, qu'on appelle en anglais, s'est rendu compte qu'en fait, ils ont perdu certains contrats parce qu'ils n'étaient pas assez compétitifs. Ils ont décidé de commencer à réusiner les anciennes machines. Aujourd'hui, les clients arrivent, ils payent 50 % du prix d'achat de l'équipement. L'autre 50 %, c'est un dépôt. Quand ils vont revenir rapporter la machine à la fin de sa vie, Caterpillar va la reprendre, va leur revendre une autre machine avec 50 % de rabais. Grâce à ça, Caterpillar a été capable de réduire ses coûts de 50 %, de réduire l'utilisation de matières premières de 70 % et l'utilisation d'énergie de 60 %. C'est une business qui a une croissance absolument incroyable. Et puis aux États-Unis, c'est un business, le réusinage, qui vaut 50 milliards de dollars par année. Par contre, le potentiel, avec des marges toujours de 40 % est de 1 400 milliards de dollars par année pour le marché du réusinage. Donc, pour les gens d'affaires, voilà une machine réusinée, c'est exactement le même modèle, hein, c'est 20-90, 20-90. Shiftons dans un autre, les water services, les services d'accès à l'eau. Ça, c'est la ville de Munich. 60 km au-dessus de Munich, il y a un endroit naturel où l'eau est collectée. L'eau, elle n'est pas filtrée, il n'y a pas d'usine de filtration, il n'y a pas de chlorage, il n'y a pas de produits chimiques qui entrent. C'est de l'eau naturelle, complètement naturelle, qui rentre et qui est distribuée à 1,2 million de personnes, 320 millions de litres par jour. C'est l'eau la moins chère en Europe, c'est l'eau qui a des taux de nitrate qui est 3 fois plus basse que Paris. Paris est très fier de la qualité de son eau. La qualité de l'eau, elle est 10 fois plus basse, le niveau de nitrate est 10 fois plus bas que les standards européens. Et puis leur objectif, ce n'est pas d'atteindre certains niveaux en termes c'est de battre des records en termes de pureté de l'eau. Munich a vu que dans les années 60, son eau commençait à être polluée par les nitrates à cause de l'agriculture intensive justement dans cette région-là. Ils ont fait une analyse, ils ont vu que ça leur coûtait moins cher de subventionner une agriculture organique dans cette région pour les 150 fermiers que de laisser l'eau se salir puis d'être obligé de la filtrer. Grâce à ça, ils ont créé la plus grande zone d'agriculture organique en Allemagne. Les agriculteurs, pas seulement qui reçoivent des subventions, mais ils sont capables de vendre leurs fruits, leurs légumes à des prix plus élevés, donc tout le monde est content. Mais ça ne se passe pas seulement à Munich, ça se passe également à New York. Les 9 millions de personnes qui reçoivent l'eau de New York, c'est également une eau qui n'est pas filtrée. C'est l'eau qui est filtrée naturellement par les Catskills, les montagnes à 160 km au nord de New York. J'ai oublié de vous mentionner que les Allemands sont très fiers de leur bière, puis ils ont besoin d'eau pure pour leur bière. Et c'est une des raisons pourquoi il n'y aura pas de gaz de schiste en Allemagne. C'est également une des raisons pourquoi le maire de New York est absolument contre l'exploitation des gaz de schiste dans la région de New York
puis dans des endroits où ils pourraient contaminer les sources d'eau ici. Alors, les coûts pour maintenir ce système d'eau à New York est d'environ 110 millions de dollars par année, 110 millions de dollars en prévention de pollution, 110 millions de dollars qui vont aux communautés locales pour la reforestation, puis pour la mise en valeur du patrimoine naturel et puis du capital naturel duquel on dépend. Si on devait mettre une usine de filtration, ça coûterait 6 milliards de dollars d'investissement. Et puis les coûts d'opération que l'industrie estime à 100 millions, mais je pense qu'on peut être confiant que ça coûterait beaucoup plus cher. Maintenant, par rapport à l'énergie, puis ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a toujours l'impression que Hydro-Québec, puis ce genre d'organisation, la seule façon pour eux de vendre pour faire plus de profit, c'est de vendre plus d'électricité. C'est ça l'objectif. À Hydro-Québec, qu'est-ce qu'on fait? On vend de l'électricité, on en vend plus, on fait plus de profit. En Californie, ils se sont rendus compte que c'était un modèle au niveau sociétal qui ne fonctionnait pas. Alors, les autorités ont dit, Pacific Gas and Electric et tous les autres services publics, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous récompenser chaque fois que vous aidez vos clients à économiser de l'énergie plutôt que quand vous en vendez plus. Et si vous n'atteignez pas ces objectifs, on va vous charger des pénalités. Pacific Gas and Electric a commencé à mettre en place des systèmes d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, des systèmes d'isolation et d'autres et d'autres et d'autres. Ils ont réussi à diminuer, en fait, à garder stable et même descendante la facture pendant plus de 35 années en Californie. C'est un modèle qui maintenant a été adopté par beaucoup d'autres États. Et les gens en Californie ont l'électricité la plus chère du pays au kilowattheure, mais les factures les plus basses. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. En 3 ans, ils ont économisé pour leurs consommateurs 2 milliards de dollars en factures électriques. Et eux, pendant ce temps-là, ont fait des profits records. La première année, ils ont fait 40 millions de plus. Et puis, normalement, d'année en année, ils gardent en profit 10 à 15 des économies d'énergie de leurs clients. C'est un modèle qui est en train de se développer. Il y a 23 États qui ont ce type de modèle pour le gaz naturel. Il y en a 13 États qui ont ce type de modèle pour l'électricité. Et puis, il y a 8 États américains où c'est en cours d'évaluation.